À midi, sous l'œil curieux de quelques passants, nous nous installons autour du traditionnel repas froid délivré par le commis. Sur le chemin du retour, nous effectuons un court arrêt sur la rive d'un fleuve qui roule des eaux vertes et tranquilles au fond d'une gorge. Là, en contrebas, sur une grève, des vendeurs de carburant pour sampans se sont opportunément installés. Quelques fûts métalliques surmontés d'une pompe à main, ainsi qu'une petite citerne roulante constituent le stock disponible sur cette plage-station où une dizaine de bateliers relâchent actuellement. En fin de journée, nous retrouvons l'air frais du Doudard de l'Agré. Je suis globalement satisfait de cette escale. Malgré une première partie peu attractive, elle m'a fait prendre conscience de la dure réalité de certains pays sous-développés. Je ne suis pas triste d'avoir à effectuer demain mon tour de service. Le 6 avril 1968, nous avons laissé le grand port pakistanais à demi caché derrière la fumée bleutée de l'échappement de nos diesels. L'écume blanche soulevée par nos hélices trace maintenant son sillon au large des côtes birmanes et thaïlandaises de la presqu'île de Malacca. Le 10 avril 1968, nous entrons à Georgetown, sur la grande île de Penang, en Malaisie. La mécanique est désormais bien rodée et je consacre ma première journée à l'exploration de la ville qui semble présenter plus d'un attrait. Cette ancienne possession anglaise abrite encore sur les hauteurs quelques belles maisons de l'époque coloniale, souvent cachées dans une végétation luxuriante. La ville m'apparaît ordonnée, agréable, avec quelques beaux bâtiments et des quartiers verdoyants. Là aussi, il y règne une grande activité. Il y a des boutiques chinoises, malaises, quelques étals installés sur les trottoirs, mais aussi des magasins modernes qui jalonnent les rues. Nous sommes ici dans un port franc, pourtant les prix pratiqués sur le matériel électronique me semblent assez élevés. Dans mon anglais approximatif, je me fais indiquer les endroits méritant une visite. Ce sont essentiellement des temples. Bien fatigués par des kilomètres de marche sous le chaud soleil des tropiques, nous décidons, à la tombée du jour, de nous offrir un repas asiatique. Pour moi, c'est l'occasion, comme à Cochin, de consommer quelques crudités qui, je l'espère, ne sont pas contaminées. Après quelques verres pris dans divers établissements du Penang des Noctambules, nous rentrons pour recharger les batteries. Aujourd'hui, c'est en bus que je complète mon parcours citadin de découverte. Notre première destination est un monastère perché sur les reliefs qui, à l'ouest de Georgetown, culminent au centre de l'île. Le Kek Lok Se est un temple bouddhiste chinois parmi les plus grands en Asie. C'est un ensemble monastique comportant des pagodes et de nombreux bâtiments dont la construction a débuté au siècle dernier. Une bibliothèque réunit ici de nombreux volumes anciens sur le thème du bouddhisme. Il y a de quoi passer plusieurs heures en visite sur ce site. Je consacre une bonne partie de mon temps à la contemplation de cette pagode aux 10 000 Bouddhas. Je le découvre et je découvre le temple où il est représenté, couché, s'étalant sur toute la longueur de l'édifice et recouvert de dorures. Enfin, presque au pas de charge, je trouve dans ce dédale d'allées, ainsi qu'à l'intérieur des bâtis, divers objets, statues, poteries et fresques méritant mieux qu'un coup d'œil furtif. Tout cet ensemble est beau, haut en couleur, harmonieux, paisible. J'aimerais rester, mais en excursion, il faut respecter l'horaire et le programme prévu. La suite de notre périple me fait revoir en ville certains endroits aperçus la veille. Notre guide tient à nous montrer une curiosité autour de laquelle il entretient délibérément le mystère, ceci afin de préserver un effet de surprise auquel il semble très attaché. Nous y sommes. Il s'agit d'une petite pagode, une pagode de petite taille à l'aspect plutôt banal. Alors, quittant la lumière éblouissante de ce bel après-midi, nous pénétrons dans le lieu de culte particulièrement sombre et enfumé, à la recherche de je ne sais trop quoi. Pas plus d'une minute ne s'écoule avant qu'un premier cri n'annonce la levée du secret. « Des serpents, il y a des serpents !» Peut-être, me dis-je, mais pas de panique. Je fige ma position et j'observe alentour, avec difficulté. Quand enfin ma vue s'accoutume,
à la pénombre. C'est incroyable, j'en aperçois au sol, sur les autels, sous les meubles, au milieu des offrandes, à quelques centimètres de mes pieds, l'un d'entre eux est levé sous un banc. Ces bestioles me font horreur, alors malgré les propos rassurants de notre accompagnateur, je quitte à pas mesurer cet endroit maudit. Nous sommes nombreux à nous retrouver ainsi devant la porte, peut-être un peu honteux, mais rassurés. On nous explique enfin que ces reptiles sont inoffensifs. Ils sont régulièrement débarrassés de leur venin, et l'atmosphère enfumée qui règne en permanence ici les endort. Je note cependant qu'au départ ils sont venimeux, et que, comme il y en a des centaines à traiter, on doit bien en oublier un de temps en temps. Pour clore la mésaventure et probablement pour tester une dernière fois notre courage, il nous est proposé une photo souvenir recouverte de ces créatures au dos vert strié de noir et de jaune, mesurant quelque 50 à 60 centimètres. Un seul courageux accepte de se prêter à l'expérience. Il est minutieusement paré d'un collier mouvant, coiffé d'un second élément tout aussi agité, et pour finir, on dépose dans ses mains ouvertes un troisième serpent qui lui emprisonne les poignets. Notre quartier-maître radio, parfaitement immobile et le visage fermé, pose en compagnie de ses hôtes devant une armée de photographes qui vont le faire entrer ainsi pour longtemps dans les albums de photos de nos voyages. Nous finirons cette autre belle journée comme la précédente. Le jour qui suit, nous apprenons qu'à terre, 3 d'entre nous ont fait passer du franc CFP pour du franc français, renouvelant ainsi l'escroquerie de Cochin. Le trio en question est facilement identifié par la victime. Cette fois, la faute est sanctionnée par des arrêts. Voilà une escale intéressante qui se termine. J'ai enrichi durant ces quelques jours mes collections d'estampes, de timbres et de cartes postales. J'ai aussi quelques diapositives à faire développer. Le 13 avril 1968, nous entamons une nouvelle traversée des mers indonésiennes par un célèbre et dangereux passage entre les côtes de Malaisie et de Sumatra. Le détroit de Malacca, large dans son accès nord, s'étrangle au sud-est pour finir sur une poussière d'îles et de haut fond, ne ménageant qu'un seul passage aux grandes unités devant la ville-État de Singapour. Quelques actes de piraterie sont encore signalés dans cette contrée où les terres si proches offrent de nombreuses bases discrètes à partir desquelles opèrent des bandits armés. Si ce danger est improbable pour un bateau de guerre, il existe en revanche un risque réel de collision dans ce chenal qui compte parmi les plus fréquentés du monde. Des bateaux de toute taille, des voiliers, des pêcheurs transitent ici, guidés par un balisage parfois approximatif du fait de la disparition çà et là des repères. Des embarcations traversent cette artère maritime et des débris divers, arrachés à la côte par les tempêtes, encombrent la surface. De la passerelle supérieure à l'abri de navigation, la veille optique balaye d'une dizaine de paires d'yeux la surface des eaux calmes et boueuses qui se présentent devant notre étrave. Le nez collé sur l'écran de nos IPH4, le crayon de plot à la main, nous faisons aux centrales opérations le tri entre une multitude d'échos mouvants et fixes, participant ainsi aux manœuvres d'évitage. Un des obstacles signalés par le CO est identifié en passerelle comme étant un tronc d'arbre dérivant. L'addition des deux veilles, optique et radar, est ici indispensable. Nous sommes passés devant des balises sans les voir, le réflecteur radar ayant disparu. De longues heures d'activité intense nous conduisent enfin dans des eaux libres où le trafic maritime se disperse vers de multiples destinations. La nôtre est l'île de Java, au sud-est du détroit. 15 avril 1968, nous rattrapons en mer la Bayonnaise qui elle aussi transite vers Papeete. 16 avril 1968. D'après la feuille de service du jour, une légende javanaise raconte qu'un crocodile de mer et un requin se disputaient jadis l'espace situé à l'embouchure du fleuve, là où quelques pêcheurs avaient bâti leur paillote. Le Sura et le Baya
dont on ne sait qui l'emporta, donnèrent à ce village le nom de Surabaya. Aujourd'hui, le grand port de commerce qui abrite aussi une partie importante de la flotte militaire du pays semble être une ville prospère, bien plus agréable que la capitale. Tirant les leçons de notre récent passage à Jakarta, tout a été mis en œuvre ici pour inciter l'équipage à la prudence sanitaire. Pour offrir des alternatives aux visites des quartiers malfamés, des excursions et diverses manifestations sont proposées. Elles obtiennent un certain succès, sans pour autant détourner de leur activité préférée les inconditionnels de la chose. Comme j'en ai maintenant l'habitude, mon séjour est décomposé pour une part à la ville et d'autre part aux environs immédiats, à découvrir lors d'un voyage organisé en car. La seconde sortie, agréable sans plus, révèle des paysages, des sites similaires à ceux rencontrés il y a quelques mois. Globalement, l'escale se passe bien, mais ne suscite pas un grand enthousiasme. Il y a pourtant maintes choses à voir, mais elles sont situées beaucoup plus loin. 18 avril 1968. Après l'appareillage, nous avons mis le cap à l'est. Longeant les rivages de Madura, le Doudar de l'Agré se ferait un passage au milieu du trafic maritime, essentiellement constitué de petites embarcations côtières. Au Central Opération, je transmets inlassablement à l'abri de navigation les résultats du suivi de cette multitude d'échos qui encombrent les écrans de nos répétiteurs radars. Le dialogue s'établit ainsi. Passerelle de CO, passerelle écoute. De CO, écho dans le 098 à 5 nautiques. Route au 275 à 3 nœuds. CPA, 0,5 nautique dans 20 minutes. Bien reçu de passerelle, suivez et signalez changement de route et de vitesse. C'est avec grand soin que je détermine le CPA, l'endroit et l'instant où la distance entre les bateaux sera minimale, peut-être nulle, ce qui alors définit une collision. Ces renseignements, que seule la veille radar est en mesure d'apporter, conditionnent les manœuvres préventives d'évitage ordonnées par l'officier de quart. Depuis Malacca, j'ai observé dans la nouvelle équipe une sorte de décontraction, une appréciation distante des risques, un manque d'attention, une désinvolture qui tranche avec l'état d'esprit, l'émulation, la cohésion, cette volonté de bien faire qui animait mes anciens camarades. Je suis en décalage avec les nouvelles donnes. Je le ressens profondément, on me le fait aussi sentir. Ce n'est donc plus qu'à titre individuel que le perfectionnisme s'exprime, discrètement, et uniquement quand cela me semble indispensable. Toujours en route vers l'est, nous traçons des jours durant notre sillage dans ces mers intérieures de l'Indonésie, le long de ce chapelet d'îles et d'îlots qui constitue la limite sud de cet immense territoire. Bali, Flores, Timor et bien d'autres noms révélés par la lecture des cartes sont autant de bouts de terre alignés sur notre horizon à tribord. Je suis à nouveau sous le charme de cet endroit, de cette navigation bien plus riche en événements que les traversées interminables des grands océans. Le 24 avril 1968, en matinée, un pilote australien nous conduit entre les bancs de sable, les îles et les hauts fonds du détroit de Torres. Le 25 avril 1968, nous nous amarrons au quai qui nous a été réservé à Port Moresby, ville la plus importante de cette partie de la Nouvelle-Guinée, sous protectorat australien. La Grande Terre, partagée en deux par une ligne nord-sud, est à l'ouest sous administration indonésienne. L'Irian Jaya fait donc frontière commune avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui devrait obtenir bientôt une totale indépendance. Comme autre information, je retiens qu'ici, comme ailleurs, il y a des quartiers à éviter, en particulier ceux qui sont réservés aux Papous. Je visite donc à pied la petite et agréable agglomération qui s'est développée autour d'une vaste baie ceinturée au loin par de hautes montagnes. C'est au cercle des militaires australiens que je finis cette première journée. Nous y sommes bien accueillis, mais nous devons toutefois nous soumettre à une exigence inattendue. La première salle où nous entrons abrite un vaste bar, coupé en son milieu par un tapis rouge, dont l'une des extrémités se termine au pied d'un portrait grandeur nature de la reine d'Angleterre.
Cette limite ne peut être franchie sans manifester pour cette dernière un signe de respect, un salut militaire pour les marins que nous sommes. Les petits malins qui feignent de ne pas comprendre sont rappelés à l'ordre et sommés de repasser sur le tapis rouge pour, bien sûr, s'acquitter de cette marque de déférence. Ce n'est pas par hasard qu'à la première moitié du comptoir s'agglutinent tous les pompons rouges récalcitrants. En ce qui me concerne, j'accède avec mes copains à la quiétude d'une terrasse ombragée située au-delà du tapis rouge à partir duquel je salue Sa Majesté avec en tête les paroles du refrain du Rigodon. Nous nous sentons tellement bien ici qu'à l'invitation de nos homologues de la Grande Île, au Kangourou, nous revenons le lendemain assister à une soirée où le champagne australien, à 3 francs la bouteille, coule à flot. Les maux de tête qui s'ensuivent ne me font pas regretter mes excès. Je garderai sans doute longtemps un excellent souvenir de l'accueil chaleureux que nous ont réservé les Australiens. 27 avril 1968, la dernière escale à l'étranger de cette traversée est derrière nous. Le Pacifique retrouvé déploie devant notre étrave ses espaces immenses. Je suis heureux d'une part de revoir bientôt Tahiti et d'autre part de rentrer au pays. Je viens d'apprendre que mon rapatriement vers la métropole aura lieu dans la semaine qui suivra notre arrivée à Papeete. Le bonheur serait complet si j'avais aussi l'espoir de revenir un jour en Polynésie. Après une courte réflexion, je me suis présenté un beau matin au bureau militaire et administratif où je manifeste, sans en avouer les motifs, mon intention de continuer dans la marine. Il y a quelques mois, sans doute pour faire comme les copains, j'avais refusé l'offre de rengagement qui m'était proposée. Le premier maître, chef du bureau, m'explique sans ménagement qu'il est maintenant trop tard. Fallait y penser avant, dit-il. T'as qu'à faire une demande depuis le civil. 30 avril 1968. Autant pour utiliser l'avance que nous avons que pour faire un peu de tourisme, nous passons la journée au mouillage en baie de Gomen sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Dans cette partie de la Grande Terre se sont développées des forêts de niaouli, un arbre endémique du Caillou, duquel on extrait une essence aux propriétés antiseptiques, présente dans l'huile goménolée qui tire son nom de ce lieu. Le médecin de famille à Fontaine-les-Grès m'en a déjà prescrit. 1er mai 1968. Nouméa nous accueille à nouveau à la base marine de la Pointe Chalex. Écoutant les conseils avisés du bureau administratif, je décide d'expédier d'ici ma cantine afin qu'elle devance mon arrivée en métropole. Son remplissage est finalisé, tout est prêt pour entreprendre demain les démarches nécessaires. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est la détente, avec les projets suivants: baignade en baie des Citrons, promenade, soirée au restaurant. Dès le midi, je réalise ce qui est devenu, au cours de ces derniers mois, une énorme envie, c'est-à-dire manger sans risque des légumes frais. Dans un restaurant non loin de la place des Cocotiers, je me fais confectionner et servir sur un grand plat en inox des salades de concombres, de tomates, de carottes, laitues, avec d'autres crudités originaires du Caillou. Les journées suivantes sont construites sur un emploi du temps identique. Je profite de chaque instant comme si je devais ne jamais revenir en Calédonie. Je visite une nouvelle fois l'aquarium, je mouille le maillot de bain tous les jours, je sors des journées entières quand c'est possible. Ma cantine est maintenant partie, je l'ai confiée à la société Cheval, transitaire bien connue à Nouméa. Petite déception, elle ne devrait arriver que 2 semaines après moi. Autre petite contrariété, je n'ai pas réussi à trouver du tapas de Wallis, même dans le quartier où se sont regroupés les Wallisiens émigrés. Le 5 mai 1968 est trop vite arrivé. Il faut maintenant quitter la Grande Terre, cap sur Tahiti. Ce retour vers notre point de départ d'octobre dernier nous fait couper la ligne du changement de date d'ouest en est, de telle sorte que nous vivons 2 fois le même jour. À l'aller, nous étions passés de la date du 16 à celle du 18 octobre en escamotant la journée du 17. Avant notre arrivée à Tahiti, le Pacha, le commandant,
nous offre un détour sans escale dans les lagons de Taha, Raiatea et Wainé, des endroits majestueux qu'hélas je ne visiterai sans doute jamais. 13 mai 1968, c'est une joie pour moi de retrouver Papeete, même si mon dernier séjour risque d'être très court. Je dois prendre l'avion dans une semaine, sauf si les grèves en France imposent des retards. J'ai là, pour la première fois, confirmation de ce qui se passe en métropole, et je n'y attache que peu d'importance, ce n'est après tout qu'une grève de plus. Comme lors de notre dernière escale, je profite avec avidité de mes derniers jours au soleil des tropiques. Les adieux sont réduits au minimum dans la mesure où la plupart de mes connaissances ont quitté avant moi le territoire. J'achète en ville une grande Samsonite, une valise, et un bagage à main pour prendre l'avion, mais je renonce à de nouveaux vêtements civils car je n'en trouve aucun qui soit approprié au climat du pays d'arrivée. Le 20 mai 1968, c'est le grand jour. Je n'ai eu le temps de faire ni pot de départ, ni les 100 choses que j'avais encore en projet. Nous sommes 4 à nous entasser avec nos bagages dans la voiture du bord, un matin ordinaire, avec autour du cou 1 ou 2 colliers de coquillages offerts à la sauvette par les derniers anciens encore présents à bord. À l'aéroport de Faha, emporté par le mouvement des passagers du vol UTA pour Los Angeles, nous embarquons dans un DC-8. Un baptême de l'air pour moi. En Californie, la compagnie Air France nous prend en charge avec un Boeing 707. Au cours du vol vers l'Europe, nous sommes informés que le trafic sur les aéroports français est fortement perturbé par d'importants mouvements de grève. En conséquence, c'est à Bruxelles que notre avion doit se poser. Il fait froid en Belgique quand nous touchons terre, le 22 mai 1968. Dans cet aéroport surchargé par de nombreux vols détournés, il nous faut attendre patiemment nos bagages et les bus qui assurent une liaison vers Paris. Quelques heures plus tard, nous sommes déchargés avec nos bagages sur un trottoir quasi désert près des Invalides. Il y a là quelques taxis en stationnement dont les chauffeurs sont en grande discussion. Je me dirige vers leur groupe après avoir pris congé de mes compagnons de voyage et je demande au premier d'entre eux « Vous pouvez m'emmener gare de l'Est Pourquoi faire ?» dit-il. « Il n'y a plus un seul train qui roule depuis quelques jours. » Puis il ajoute « Tout le monde est en grève, nous sommes des indépendants, les derniers à rouler, sauf quand les piquets de grève nous bloquent. » Avec mon costume tellement étroit que je ne parviens pas à enfermer la veste, je suis gelé. Je risque de rester coincé dans cet endroit pour combien de temps ? Je dois impérativement trouver une solution. Elle m'est finalement avancée par cette canaille de chauffeur qui, après m'avoir mis en condition, propose de me conduire jusque chez moi. Le prix me fait hésiter. À vous de voir, ça vous coûtera moins cher qu'une semaine à l'hôtel, et il ne reste plus que des chambres à prix fort. Je ne sais pas si je me fais avoir, et de toute façon, je n'ai aucun moyen de m'en assurer. J'ai froid, alors j'accepte la proposition. Je vais aussi devoir me coltiner le chasseur de requins, c'est son surnom. Il était avec moi dans l'avion, il a réussi à se faire embarquer dans mon taxi en allongeant la course vers les Ardennes, ce qui assure à notre artisan taxi une journée plus que rentable. Fontaine-Négré, enfin. Après plus de 30 mois d'absence, on me dépose devant ma maison. Je règle en espèces, comme c'était convenu, le prix du voyage.